Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métiers Rares et aujourd'hui, j'interroge Pierre-Henri Bessac. Pierre-Henri Bessac est meilleur ouvrier de France en marqueterie de bois. Il incarne cette nouvelle génération d'artisans d'art qui résonne si bien avec les envies de sens et de décroissance de ses congénères. Il a quitté son poste d'enseignant à l'école Boulle pour installer son atelier en Provence. Il imagine et façonne des décors de bois, de liège et de parchemin. Il vit en communauté créative, au rythme des saisons et de la création. Je remercie la Maison Ruinart qui m'a permis, dans le cadre d'une mission Métiers Rares, de mettre Pierre-Henri Bessac en face du chef Édouard Loubet pour une rencontre créative autour du liège de Provence. Alors bien sûr, j'en ai profité pour partager avec vous cette jolie destinée. Bonjour Pierre-Henri Bessac. Bonjour Raphaël. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier ? Qu'est-ce que c'est un marketeur ? Un marketeur, c'est quelqu'un qui va essayer par son savoir-faire d'ennoblir des objets ou du mobilier traditionnellement, en venant appliquer des couches de plaquage, donc en général de bois, mais ça peut être aussi toute matière qu'on peut découper à la scie et qu'on va retrouver en fine épaisseur. Typiquement, ça peut être de la nacre, ça peut être de la corne, ça peut être de l'os. Traditionnellement, on avait aussi l'écaille de tortue, l'ivoire, voilà, tout ce genre de matériaux. Ça peut être des métaux non ferreux, type le laiton, l'étain, le cuivre, voilà. Et on va reconstituer des images en juxtaposant ces matières, en juxtaposant du coup des couleurs, en juxtaposant les fils du bois, en jouant sur les différents traitements de surface. D'accord, donc on crée des décors avec la matière. Exactement. Au XVIIe siècle, on appelait ça la peinture en bois. La peinture en bois. Exactement, et je trouve que c'est une très belle image pour parler de la marqueterie parce qu'on travaille comme le peintre, c'est-à-dire qu'on va essayer de donner une illusion de 3 dimensions sur la 2 dimensions, en juxtaposant ces différentes matières, pour créer de l'ombre, pour créer de la lumière, en allant chercher dans les bois ou les autres matières qui sont utilisées aussi en marqueterie. D'accord. Alors elle a commencé comment cette vie d'artisan pour vous ? Vous étiez comment petit ? Hyperactif. C'est vrai ? Ouais, je bougeais beaucoup. Donc j'ai commencé en CAP d'ébénisterie. Oh, c'est beaucoup trop rapide pour moi. C'est beaucoup trop rapide. Oh là là. Vous étiez déjà un créateur, un créatif, un manuel quand vous étiez petit à la maison ? Non, je pense pas, non. Non ? Non, j'ai pas le souvenir d'avoir créé, d'avoir toujours dessiné quand j'étais petit, gribouillé sur les tables de l'école. Moi, je courais beaucoup dans la nature. Mon histoire, je pense qu'elle a commencé en Auvergne quand j'étais enfant, dans les bois qui étaient autour de chez moi, où j'ai beaucoup traîné, j'ai beaucoup essayé, fait des cabanes, je me suis perdu. Voilà, mon histoire, elle vient plutôt de là. Et ensuite, en grandissant, il y a un moment, j'ai eu besoin de sortir de la table de classe, de sortir de ma chaise. Et ça se passait comment à l'école pour vous ? Vous aimiez ça ? J'ai toujours trouvé plus d'intérêt ailleurs, je crois. En fait, c'était assez particulier. Jusqu'au collège, j'étais assez stable, jusqu'en 5e. Et ensuite, je suis parti dans un sport-études foot, où je faisais beaucoup de sport. Et à partir de ce moment-là, 4e, 3e, j'ai consacré énormément de temps en fait, au sport. Et plus du tout à l'enseignement, en fait, à l'étude. Et du coup, quand vous avez choisi de vous diriger vers un CAP ébénisterie, c'était après la 3e ? Non, c'était à la fin de la première. À la fin de la première. Donc vous étiez en parcours sport-études ? 4e, 3e. Ok, qu'est-ce que l'ébénisterie vient faire là ? En gros, après le foot ? C'est difficilement compréhensible. Je pense qu'il y a un moment, je trouve la compétition n'était plus pour moi. À un moment, je me suis trouvé en face. Ça m'a plu énormément. Et à un moment, je me suis dit que
fait, qu'il n'y avait pas de centre d'intérêt là-dedans, quoi. Je veux dire, courir après un ballon et puis être tout le temps essayer d'être compétitif. J'étais dans un milieu, en fait, où même ce qui devait être mes camarades, il y avait de la compétition, donc très peu de confiance. Et ça m'a pas plu, ouais. C'est pas le sport en tant que tel, mais c'était les gens. Ouais, c'était plus le milieu, en fait, dans lequel j'étais, je crois. Et ça vous a amené à l'ébénisterie, mais est-ce qu'il y avait des artisans autour de vous? Comment vous avez mis le pied dans ce monde-là? Non, chez moi, j'ai pas d'artisan. Mon père livrait du fioul, ma mère était secrétaire, voilà. Ouais. Donc j'ai pas forcément d'artisan. J'ai un grand-père qui a eu une scierie, mais je l'ai jamais connu en fonction, la scierie. C'était là où je faisais mes cabanes quand j'étais gamin. Une scierie, ça veut dire une grande machine qui débite du bois, c'est ça? C'est le lieu dans lequel il y a les grandes machines qui vont débiter le bois. D'accord. Donc les troncs arrivent et puis on les débite en planche. Bon, il y a quand même une petite lignée de bois dans cette affaire-là. Exactement. Mais pourquoi ébénisterie entre 1000 métiers pour le CAP? J'ai fait un test chez un ébéniste, tout simplement. J'ai aussi un beau-père qui était débardeur. Donc, ça veut dire quoi, débardeur? Débardeur, c'est celui qui va chercher les arbres dans la forêt, qui les abat et qui les sort. Bon, on a quand même là un grand fil directeur avec la forêt, le bois, les arbres, la nature, et on arrive à 17 ans? Oui, à peu près, ouais. 17 ans où je décide de changer de voie, je passe mon français du bac. J'étais en première L, tout se passe bien, et puis je fais des tests. Je me suis assez battu avec mes parents pour leur dire voilà, j'arrête, et je vais pas jusqu'en bac, quoi. Ça, c'est souvent un moment difficile. Comment ils ont vécu ça, vos parents? Mon père mieux que ma mère, j'ai l'impression. Mais j'étais assez têtu et assez buté pour lui faire comprendre que ce que je voulais, c'était... En fait, je voulais choisir ma vie. Ouais. Voilà, et je voulais que personne ne la choisisse à ma place. Donc j'ai insisté lourdement. Je me suis fait virer de mon internat, enfin une fois, 2 fois, j'étais pas mal. Donc j'étais pas forcément un élève modèle, en fait. Et après, à un moment, ils ont lâché prise. Et j'ai fait un stage chez un ébéniste dans ma région. Ça m'a vachement plu. Je leur ai dit que c'était exactement ce que je voulais faire. Et à partir de ce moment-là, je suis parti en CAP d'ébénisterie. Oui, c'est ça. En fait, la voie manuelle, c'était une voie qui vous permettait d'affirmer votre liberté. Exactement, ouais. Donc CAP, ébénisterie, qu'est-ce que vous aimez dans cette matière, dans le bois? Sa diversité. L'ébénisterie, j'ai très vite compris que ce ne serait pas la matière dans laquelle je serais... je pense que j'aurais été un mauvais ébéniste. Très clairement. Pourquoi? J'ai une vision en 3D qui est très mauvaise, mais je me demande aujourd'hui si c'est à cause de la déformation du marketeur qui voit en 2 dimensions. Et puis la construction, en fait, la construction, c'est pas mon truc. Quand j'ai découvert au contraire la marqueterie, j'ai vu tout le panel de bois qu'on pouvait utiliser, comment on pouvait les assembler. Et c'est quelque chose dans lequel j'ai trouvé aussi une sérénité qui était incroyable. Moi qui étais hyper speed, quand je rentre en CAP de marqueterie, par la suite, je découvre que finalement, je peux passer 10 heures, 12 heures derrière un ouvrage, sans manger, sans m'arrêter, le temps passe et c'est génial. Et donc là, je comprends que je touche quelque chose, quoi. Quelque chose de vrai, en tout cas qui me correspond. Ouais. Que c'est votre place. Ouais, j'en ai des frissons. Bah oui, je vois. Ouais. C'est émouvant, ce moment-là. Ouais, c'est absolument génial, en fait, de se dire j'ai découvert quelque chose qui me correspond, dans lequel j'ai envie de passer du temps et dans lequel je m'épanouis totalement. Ça, c'est fabuleux. Et ça, c'était déjà tout de suite dès le CAP, et c'était même pas à Boule encore? Non, pas encore à Boule. Boule, vous êtes entré après un bac pro? Non, j'ai fait un CAP d'ébénisterie que j'ai commencé au Puy-en-Velay et que j'ai fini à Uzès dans le Gard. C'est là où j'ai découvert la marqueterie, parce qu'en fait, quand j'ai commencé le CAP d'ébénisterie, je savais même pas que la marqueterie existait. C'est très peu connu, en fait, la marqueterie. Ouais, complètement. Si on n'en a pas eu chez nous, je crois qu'on ne connaît pas. Et en CAP ébénisterie, est-ce que tout le monde approche, s'initie un petit peu à la marqueterie, ou c'est vous, votre prof, qui par chance... Non, alors quand je suis reparti à Uzès, à côté, en fait j'avais le CAP d'ébénisterie et un CAP de marqueterie, donc c'est vraiment là que je découvre la marqueterie. On le découvre dans l'histoire de l'art, on va découvrir en ébénisterie le travail du plaquage, de la matière, mais en fait on se limite à des lignes droites. Voilà. La marqueterie permet, en fait, avec la sciage en tournée ou le bouc-fil, le chevalet, en fait tous les instruments de découpe, de ne pas être cantonné à des lignes droites, mais arriver à faire des pointes, arriver à faire des cercles, à faire des... Voilà. Et à créer des motifs. Exactement. Par la matière. Et vous connaissiez l'école Boule, vous en rêviez déjà? Non. Non, pas du tout. Comment elle est arrivée dans votre vie, cette école? Je découvre l'école Boule une année, c'est au festival du film sur le métier d'art qui se passait à Pézenas à l'époque, où on est invité, donc moi avec mon école d'Uzès, on va tenir un stand pendant 5 jours pour montrer nos savoir-faire. C'était très étrange parce que toutes les écoles étaient sous des barnums.
À part l'école Boulle qui avait un super lieu qui datait du 17e, enfin un truc hyper prestigieux. Donc déjà ça pose le truc. Et on a vu les élèves qui avaient 3 ans, 4 ans, 5 ans de métier dans les mains déjà en tant qu'étudiants et qui sortaient des pièces qui étaient exceptionnelles. Ah oui. C'est là où je découvre l'école Boulle et je vois des diplômes de marqueterie, de DMA de marqueterie et je me dis waouh, c'est fabuleux quoi. Et des gens simples aussi. Les élèves ou les profs? Les élèves. Bon, on avait plus, à l'époque, je sais pas quel âge j'avais 19 ans je crois. Et les gens étaient très simples. Enfin, très simple dans le sens, pas de grosses têtes, ils ont une approche très facile, voilà. Et puis le soir, on a sympathisé parce qu'on était tous logés au même endroit finalement, et donc c'était génial. Et par la suite, on a fait une sortie scolaire et j'ai découvert l'école Boulle, enfin, en sortie scolaire. Voilà. D'accord. Et alors, racontez-nous cette entrée à Boulle, parce qu'on choisit son atelier, mais vous saviez exactement ce que vous vouliez faire. Ouais, je voulais faire de la marqueterie. En fait, j'avais pas de bac, j'avais 20 ans. Ou 21 ans quand je suis rentré à l'école Boulle et je devais rentrer en première. Fallait revenir en arrière. Donc fallait revenir, forcément parce qu'il me fallait un niveau bac pour passer ensuite pour pouvoir essayer le DMA quoi. Donc j'intègre la marqueterie mais en première FMA à l'école Boulle. Donc moi j'ai des élèves à côté de moi qui sortent de 3e. Moi ça fait 3 ans que j'ai le permis. Mais oui, voilà, je suis complètement en décalage. Et en même temps, j'ai quelque chose qui m'apprend énormément de l'humilité parce que je tombe sur je savais très peu dessiner, je tombe sur des gens qui ont 16 ans et qui dessinent fabuleusement bien, voilà. Donc ça me permet d'apprendre aussi énormément des autres en me disant voilà, j'ai peut-être 21 ans, j'ai tout un parcours que eux n'ont pas, mais ils ont aussi des choses à m'apprendre. Voilà. Et ça veut dire que vous étiez sacrément accroché à ce rêve pour être prêt à... Oui. À retourner en arrière En fait, c'était simple. À l'époque, il y avait l'école Boulle qui permettait d'effectuer la continuité après le CAP. Il n'y avait pas d'autre école en France. D'accord. Donc, je teste. C'était ça ou rien? Ouais, c'était ça ou rien. Et si c'était rien, c'est-à-dire que j'allais travailler en tant que d'ébéniste, voilà, dans la campagne. Donc, je voulais absolument rentrer. Et un jour, je reçois des lettres comme quoi je suis reçu, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et là, à ce moment-là, quand vous étiez prêt à l'école Boulle, c'était bon avec vos parents? Ouais. Ça y est, c'était la validation en fait. À partir du moment où je suis rentré dans les métiers manuels, je pense qu'aussi ils ont vu que je m'épanouissais, que j'étais moins turbulent, quoi. Ouais, ça les a rassurés en fait. D'accord. Et alors, après l'école Boulle, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez monté un atelier? J'ai eu mon DMA de marqueterie. Ensuite, j'ai continué encore, en fait, ce qu'on appelait à l'époque le DMA 3. Donc, une formation à mi-chemin entre l'école et un stage en entreprise de longue durée. Donc, j'ai fait 6 mois dans l'atelier de menuiserie en siège à l'école Boulle et ensuite 6 mois en stage en Italie. Donc là, je suis arrivé en Italie, je suis arrivé en Sicile, où je devais travailler dans un centre européen de restauration. Et il se trouve que quand je suis arrivé, le centre qui devait m'accueillir n'avait pas été restauré. C'était un bâtiment qui devait appartenir à la marine et qui était laissé en décrépitude depuis le 19e. Et depuis, en fait, ils n'avaient pas encore commencé les travaux à l'intérieur. Donc il n'y avait pas du tout de stage à faire. Non, il n'y avait pas du tout de stage à faire. Mais vous étiez déjà là en Sicile avec 6 mois devant vous. Exactement. Et ne sachant pas parler italien, j'ai commencé par apprendre l'italien par moi-même. Donc avec la bonne vieille méthode Assimil, voilà. Et en fait, en Italie, il y avait plusieurs centres de restauration qui étaient dispatchés, dont un centre à Florence, qui est à la Villa della Petraia, sur une colline. C'est une ancienne maison qui appartenait aux Médicis. C'était un peu leur maison de campagne, quoi, une petite villégiature qui permettait d'observer la ville et puis d'être au frais, puisqu'on était un peu sur les hauteurs. Alors que Florence, c'est une ville qui est le long de l'Arno et qui est vraiment en bas et dans laquelle il peut faire très très chaud, quoi. Ça devait être une belle immersion en histoire de l'art, ça aussi. Ouais, c'était sublime. Ouais, fabuleux. Donc j'ai passé 6 mois là-bas finalement, où j'ai pu apprendre l'italien, où j'ai pu aussi me familiariser avec un style de marqueterie que je connaissais pas, enfin qui est différent. En fait, ils ont une approche différente de la marqueterie en Italie. Qu'est-ce qui est différent? L'épaisseur des plaquages, le tracé. Le dessin de marqueterie est différent suivant les époques, mais aussi suivant les régions. Et entre la France et l'Italie, on va avoir des rinceaux de feuilles. Par exemple, si on prend la feuille d'acanthe, qui va être beaucoup plus fine en France, quelque chose qui sera un peu plus empâté en Italie. Voilà, des nuances, mais qui sont importantes pour connaître où est la provenance de... Est-ce qu'il y a des professeurs, des maîtres qui vous ont marqué dans votre parcours? Oui, pour différentes raisons, mais bien sûr, ouais. J'ai eu... On en cite un? Deux? Ouais, deux, peut-être. Allez, deux. Peut-être deux. Anna Ostrup, qui est une restauratrice de mobilier, qui est aujourd'hui à la retraite, qui a l'âge de mon père, pour tout dire, chez qui j'avais été en stage quand j'étais en DMA 1 à l'école Boulle, qui est quelqu'un qui est d'une générosité incroyable, qui a été un peu ma seconde maman, quoi, ma maman parisienne. À l'époque, j'avais des dreadlocks. Le premier jour, quand je suis rentré dans son atelier, elle a appelé directement mon prof d'atelier pour lui...
c'est qui ce mec qui rentre chez moi là? Exactement. Et en fait, je prends toujours des nouvelles d'elle. Enfin voilà, on est très très proches aujourd'hui. Il y a eu un vraiment lien. très très proche. Et elle m'a appris à reconnaître des styles. Elle a énormément travaillé sur l'art nouveau. Donc voilà, elle m'a permis d'avoir accès aux réserves de mobilier du musée d'Orsay. Ça c'était génial. On a fait une journée au musée d'Orsay, un jour de fermeture grâce à elle. Incroyable. Voilà, j'ai été au musée de l'école de Nancy, pareil, où on nous ouvrait les barrières, vous savez, les fils derrière lesquels. Et On là, peut jamais avec passer. le droit de manipuler tous les meubles, ouvrir, voilà. C'est La fabuleux. restauration, ça a été une partie importante de votre apprentissage? Oui et non. Oui, parce que ça m'a permis de découvrir la manière, en fait, de travailler des marketeurs aussi, qui est différente suivant les époques. Et c'est vrai que quand on décolle les marqueteries, on voit exactement ce qui se passait en dessous. Ça m'a permis aussi de découvrir les systèmes d'assemblage, voilà, d'avoir un regard qui est plus poussé sur le meuble, parce que finalement, en n'ayant fait qu'un CAP, j'avais pas non plus une expertise qui était énorme. Mais tout de suite, j'étais plus, moi, amené à vouloir partir sur du neuf, en fait, pour essayer d'avoir un regard qui soit porté vers l'avenir aussi. D'accord. Alors on a dit une, ça c'est bon, on l'a cité, votre maître, il y en a une deuxième ou un Et deuxième? la deuxième personne, c'est... En fait, j'ai 3 personnes. Allez, J'ai on 3 y va. personnes. Pierre Ramon, qui a été celui qui a remonté la section marqueterie à l'école Boulle, que j'ai pas eu en tant que maître. Moi, j'ai eu un de ses élèves quand j'étais élève à l'école Boulle. Donc, il m'a énormément aidé quand je suis devenu enseignant par la suite. Donc, c'est quelqu'un... en plus, j'ai hérité d'une partie de son atelier, une fois qu'il est décédé. Ah oui. Donc, tous ses outils Et à main, vous avez ils sont choisi chez moi. comme successeur? Pas lui directement. D'accord. Et par défaut, mon prof d'atelier à l'école Boulle, parce qu'avec lui, ça s'est très très mal fini. Par contre, il m'a donné envie d'y arriver. Ah oui, par la rage, Par la rage, ouais. pas mal. Donc lui, on Ouais. dit pas son nom parce que c'est moins positif? Exactement. D'accord. Mais c'est intéressant d'avoir Mais, un par maître contre- à rebours. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a énormément appris quand j'étais à l'école et qui, en dernière année donc, de DMA, c'est l'année où on est censé, en fait, on se dit, voilà, j'ai passé 5 ans à apprendre. Aujourd'hui, en fait, je vais faire mienne la technique de marqueterie et je vais essayer de me mettre à poil, en fait, Ouais. et de livrer quelque chose avec ce que j'ai appris. Et là, en fait, essayer de me couper l'herbe sous le pied en disant, non, tu vas réaliser ce que je veux faire. Ouais. Et donc, il y a eu... Un affrontement. Ouais, qui a été assez dur, et en fait j'ai fait ce que je voulais, mais donc sans avoir de retour. Vous Et avez donc quand ça, même eu c'était votre terrible. diplôme? Ouais, je suis sorti major de ma promo, Bravo. donc ouais. Ouais, c'était une belle revanche. Et je sais que l'histoire avec l'école Boulle, elle ne s'arrête pas là parce que vous y êtes devenu enseignant par la suite. Oui. En marqueterie. En marqueterie. C'était très tôt, parce que finalement c'était 3 ans après que je sois sorti de l'école. Et donc pendant ces 3 ans, il y a eu l'Italie. J'ai eu l'Italie, il y a eu la Réunion. J'ai été appelé avec d'autres personnes pour monter l'Institut régional des métiers d'art à La Réunion. J'ai monté l'atelier de marqueterie et de tabletterie et j'étais en charge de cet atelier pendant 1 an. D'accord. Et puis Voilà. après, vous êtes rentré en France. Après, je suis rentré en métropole. J'ai atterri dans un atelier de marqueterie qui s'appelle Spindler, la maison Spindler en Alsace. Là, c'était la 3e génération de marketeurs. Il y a eu le grand-père qui a fondé l'atelier tout début 1900 et jusqu'à aujourd'hui, il perdure. Mais vous étiez prêt aussi jeune? Quel âge vous aviez? 25 ans? Et je venais d'avoir 28 ans. 28 ans. Pour devenir professeur, ça y est, c'était le moment pour vous? Non, alors je pense que c'est jamais le moment. Surtout, c'était vraiment trop jeune, peut-être. Mais en même temps, dans le plus fou de mes rêves, je me suis dit, ouais, un jour, à 40-50, quand tu auras roulé un peu ta bosse, peut-être qu'on fera appel à toi pour prendre la suite de ton professeur et tout. Au final, c'est arrivé vachement plus vite. Et donc, on choisit pas. Ouais. Je pense qu'il y a un moment, il y a des choses qu'on choisit pas. Elles arrivent. J'ai choisi l'Italie, mais j'ai pas choisi d'aller à Florence. Voilà, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus, en fait, qui a été absolument fabuleux pour moi. La Réunion, on m'a appelé. Pierre Ramon m'a appelé pour partir à La Réunion. Spindler, ça a été tout un tas de nœuds à démêler pour arriver. Un jour, je tombe chez eux, un peu comme ça, et finalement, je reste 9 mois, jusqu'à ce qu'on m'appelle pour prendre la suite de mon ancien professeur. Et donc, c'était assez fou, parce que ce jour-là, moi, j'étais à Paris. C'était le lendemain de mes 28 ans. Enfin, c'est une espèce de cadeau, Un beau cadeau incroyable. Ouais. Et puis le jour où on t'appelle, en fait, t'y crois pas, quoi. Il y a eu un gros blanc, c'est Patrick Vastel qui était professeur d'ébénisterie à l'école Boulle, qui vient de prendre sa retraite cette année, qui m'a appelé, donc il m'a proposé le poste. Enfin, en me demandant si j'étais intéressé, en tout cas. Et voilà. Donc il y a eu un gros blanc, il m'a demandé si j'étais toujours au bout du fil. Je lui ai dit, ouais, attends 2 secondes, je tombe des nues là, je comprends pas ce qui se passe. Et finalement, je me suis dit, voilà, c'est peut-être un peu tôt, mais c'est une fois dans sa vie. Bien sûr. Et c'était comment le premier jour, quand vous avez eu tout ça? Hyper angoissant. Bah oui. Hyper angoissant parce qu'on m'a appelé le 28 août pour commencer, en septembre.
C'était impossible, je vivais en Alsace, je travaillais pour un patron, donc je suis arrivé que le 1er octobre, donc les élèves avaient repris depuis un mois, ils n'avaient pas de prof d'atelier depuis un mois quand je suis arrivé, donc j'étais attendu. Bien sûr. Ouais. Et ça s'est bien passé. Vous aimez enseigner, qu'est-ce que vous aimez dans l'enseignement ? L'enseignement, c'est très particulier, parce qu'en fait, pour enseigner, je pense qu'il faut apprendre à désapprendre son métier pour pouvoir le restituer. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, votre métier, vous l'avez en main et les gestes que vous avez appris, vous les effectuez sans réfléchir forcément pourquoi comme ça et pas autrement. Et en fait, les élèves sont toujours là à vous rappeler, mais pourquoi comme ça ? Et finalement, c'est des questions qu'on ne se pose plus. Donc, il a fallu désapprendre pour moi, pour arriver à remettre toutes les étapes, un par un, les unes derrière les autres, et au final, en sortir meilleur artisan. Parce que j'ai dû avoir une exigence envers mes élèves, une exigence envers les étapes, envers l'outillage, envers le soin qu'on apporte aussi à la matière, au regard aussi qu'on peut lui apporter. Et donc ça, c'est quelque chose que je dois transmettre. À partir du moment où on essaie de transmettre ça, et on est obligé de travailler avec le cœur et aussi d'être hyper rigoureux, quelque part, parce qu'on essaie de former des élèves à une excellence. Et donc il faut essayer de pouvoir le retranscrire, quoi. C'est pas évident, surtout quand vous avez 28 ans en fait. Je crois que je devais être le plus jeune prof d'atelier à l'époque quand je suis rentré, voilà, donc j'étais pas forcément attendu que par les élèves mais aussi par les enseignants. Forcément il fallait que je fasse mes preuves, donc j'ai eu la chance d'avoir un corps enseignant, en tout cas au niveau des ateliers, qui m'a laissé faire pendant un an. J'ai pas été oppressé en fait par les autres profs d'atelier. Donc ça a été super. C'est pour ça que vous avez passé le concours du meilleur ouvrier de France, c'était oui, pour leur prouver que vous étiez au niveau. Oui. Ouais. Oui, parce qu'en fait, on est dans un petit milieu, la marqueterie, on est quelques dizaines quoi, en France, donc les nouvelles vont vite. Voilà, qu'est-ce qu'il fait là? Il a 28 ans, qu'est-ce qu'il a pistonné? Comment ça se fait? Alors que, voilà, je connais personne dans le milieu à la base, je suis pas du tout, je viens de nulle part. Je viens de nulle part dans ce métier, donc voilà, il a fallu faire ses preuves, et en fait, je pense pas être une... Alors, j'ai fait un sport-études, donc je pense que je suis assez compétitif quand même. Je suis assez têtu, je suis compétitif. Et à un moment, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais pour pouvoir leur prouver que j'ai ma place, elle est ici. Tous les 4 ans, il y a le concours des meilleurs ouvriers de France et j'ai décidé de le passer quand il s'est ouvert. Ça devait être un an après que je sois arrivé à l'école Boulle. Et la première année où mes élèves ont été diplômés, ils ont été diplômés aussi de très bonne manière. Donc je pense que là, déjà, les gens commençaient à me faire confiance à ce moment-là. Et donc, vous êtes devenu meilleur ouvrier de France en marqueterie. Oui. En quelle année déjà? En 2015. C'est un beau chemin. 2015, ouais. Donc, en fait, c'est incroyable. C'est parce que je pense qu'à partir du moment où on se présente, c'est-à-dire qu'on pense y arriver. On ne se présente pas si on ne pense pas être capable de le faire, quoi. Donc, techniquement, je pensais être capable, mais il y avait quelque chose dont je n'avais pas du tout conscience. C'était le fait que c'est hyper long. Et que ça demande énormément de concentration sur la longueur. À côté, il y avait l'école, j'avais mon atelier aussi, parce que j'avais à côté de l'école, j'avais mon atelier de marqueterie, donc dans un atelier partagé à Montreuil. Là, j'ai coupé court moi, à mon activité, mais bon, j'avais toujours mon atelier, donc j'ai préparé le concours là-bas. Ça me demandait en fait à travailler, et à un moment, je travaillais 24 heures sur 20, enfin 7 jours sur 7, en tout cas. Je sais qu'on compte en centaines d'heures le concours du meilleur ouvrier de France. Vous avez forcément compté vos heures. Ouais, là c'est, on va dire 500 heures. 500 heures. À peu près, de travail. Ouais. Donc tout en sachant qu'il y avait les élèves à gérer, qu'il y avait voilà. Bien sûr. Je crois que le plus compliqué, c'est d'arriver à tenir la distance. C'est un marathon, en fait. Ouais, c'est un marathon. Il y a un moment, on se réveille, on se dit, mais qu'est-ce qu'on... Enfin, il y avait des fois, j'arrivais le dimanche, ça m'est arrivé de pleurer dans mon atelier, quoi. Ouais. Je savais plus pourquoi, en fait. À quoi ça sert. Ouais, c'était votre traversée à vous. Ouais, un peu du désert. En plus, c'était une scène de désert, donc... ah oui, c'est vrai. Donc j'étais dedans, quoi. Votre parcours initiatique. Ouais. Et ça vous a apporté ce que vous cherchiez? Vous avez été satisfait de ce point de vue-là? Oui. Oui, et puis j'ai pu aussi, en même temps, montrer que c'était pas un hasard. À tout le monde, c'est-à-dire au métier en lui-même, aux autres enseignants que je côtoyais, aux élèves aussi, parce que moi j'avais des élèves quand je suis arrivé à 28 ans qui avaient 23 ans, ça aurait pu être des potes. Hein. Donc il fallait mettre une distance et en même temps prouver qu'on n'était pas là pour rien. En fait, vous avez tout à fait un autre regard à partir du moment où vous avez la médaille autour du cou, même si j'arrive pas avec la médaille autour du cou à l'atelier, ça c'est clair, mais en tout cas les élèves le savent et ils vous regardent d'un œil différent. Bien sûr. Et on sait que les décisions qu'ils vont porter, elles seront suivies. Les conseils, ils portent plus que quelqu'un de lambda. S'il y a un truc qui est terrible quand on est prof, c'est que, en fait, vous avez beau être professionnel, les élèves vous regardent comme un enseignant, mais pas comme un professionnel. Vous voyez ? Aujourd'hui, je fais des interventions en milieu scolaire, donc je fais des interventions dans des lycées des métiers d'art. En fait, on me voit comme un pro, donc je sais que le message n'est plus du tout le même. Il est plus crédible parce que vous êtes dans la vraie vie, entre guillemets. Ouais.
Alors que j'étais quand même, j'avais mon atelier à côté, j'ai jamais arrêté d'avoir un atelier. Comme souvent d'ailleurs les professeurs des ateliers à Boulle, ils ont souvent une vie en parallèle, justement. De pratique. De pratique. De pratique. Quand vous êtes enseignant, on ne vous demande pas d'être le meilleur marketeur, ébéniste, tourneur du monde. On vous demande d'être le meilleur enseignant. Ouais. Et c'est deux choses vraiment qui sont différentes. Ouais, après, pour savoir de quoi vous parlez, forcément, vous avez besoin de montrer des choses aussi. Hein. Oui, il faut connaître les gestes. Après, le fait d'être un professionnel, ça permet aussi d'ouvrir à toute cette autre vie d'un artisan d'art qui est la vie d'entrepreneur. Bien sûr. En fait, les deux se nourrissent. On nourrit les cours avec l'expérience professionnelle qu'on a à côté. Ça permet de montrer des choses aussi aux élèves qui peuvent être exceptionnelles ou qui sortent de l'ordinaire. On ne fait pas toujours d'ailleurs des choses exceptionnelles, hein, surtout quand on commence. Mais c'était de pouvoir leur montrer qu'est-ce que c'est que la vie d'un artisan. Bien sûr. Alors je sais que l'histoire entre vous et l'école Boulle, elle n'est pas complètement terminée parce qu'il y a un aspect, alors là c'est peut-être mon côté midinette, je sais que c'était pas votre élève mais vous avez eu une rencontre importante à l'école Boulle. Oui, j'ai rencontré ma compagne qui n'était pas enseignante mais qui était élève à l'école pendant que moi j'étais enseignant, qui n'a jamais été mon élève, qui a fait un parcours métier d'art et aussi qui était en design, donc qui était en bac+4 comme je l'ai rencontré. Donc vous êtes un couple d'artisans d'art? Oui, artisan, et elle, aujourd'hui, elle a plus le verset de designer. D'accord. Voilà. C'est une jolie histoire. Ouais. Et justement, alors je crois qu'on l'entend un petit peu au Cigale, on est ici à Beaugneux, pas très loin de Lourmarin, en Provence. Vous êtes venus vous installer ici tous les deux? Oui, on est arrivés il y a 3 ans maintenant. Donc en 2016, Bérangère a trouvé un travail à côté d'Aix-en-Provence. Donc c'était au mois de novembre 2015 qu'elle s'est installée elle ici. Et moi, d'un commun accord, vu qu'on tous les deux on n'est pas originaires du tout de la région parisienne, la campagne commençait à nous manquer. On s'est dit est-ce qu'on peut pas essayer de vivre ensemble, de vivre notre amour, de vivre en dehors de Paris. Donc elle a trouvé son travail à côté d'Aix-en-Provence. Et d'un commun accord, on s'est dit si toi ça marche pour toi ici, moi j'arrête ma collaboration à l'école Boulle et puis je me consacre à l'atelier, je monte mon atelier dans le sud. Donc je l'ai rejoint 6 mois après. C'est quand même pas rien pour vous d'avoir arrêté Non, parce que j'aimais ça. Ouais. Vraiment, l'enseignement, c'est quelque chose que j'aime. L'école Boulle, en fait, aujourd'hui, c'est une grosse partie de ma vie. C'est ce qui m'a donné tout ce que je fais, en fait, et qui je suis aussi. Donc c'est quelque chose que je suis amoureux de cette école, quoi, vraiment, et des gens que j'ai rencontrés, parce qu'autant en tant qu'élève, je suis toujours dans ce réseau-là, autant avec les autres enseignants, je suis toujours dans un réseau avec l'école Boulle, et c'est quelque chose que j'entretiens, que j'affectionne et qui me permet de travailler aussi. Voilà, et puis c'est là où j'ai rencontré ma compagne, donc c'est vraiment une grosse partie de ma vie. Vous êtes inquiet pour l'avenir des formations métiers d'art à l'école Boulle, dans le cadre de la réforme des NMA? Alors cette réforme, c'est pas que l'école Boulle. Mais en fait, je suis parti au moment où on commençait à en parler sérieusement. Voilà. Moi, je sais qu'à la base, j'étais pas tout à fait d'accord avec cette réforme-là, sur la manière dont elle allait fonctionner. Aujourd'hui, j'attends de voir parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pu gagner ou pas. D'accord. Exactement. Je suis pas dans le secret des dieux. La base que c'en était, non, j'étais pas d'accord. En fait, parce qu'on était censé perdre des heures, a priori on n'a pas perdu d'heures, des heures d'atelier je parle. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut faire attention en fait à nos formations et vraiment comprendre que, en tout cas c'est comme ça que je l'imagine moi, parce que je viens du CAP, donc je viens de la base. J'ai pas fait de mise à niveau, je viens pas de matière générale, je viens pas de BTS, voilà, j'ai commencé tout en bas de l'échelle. Je sais ce que ça m'a apporté moi d'avoir des heures d'atelier, et si j'ai fait ces formations-là, c'était pour sortir du théorique aussi. Et donc je pensais faire mon CAP et après m'arrêter. C'est en rentrant à l'école Boulle et en découvrant cette passion-là que ça m'a permis de continuer mes études. Quand j'y pense, je me dis attends, c'est incroyable. J'ai quitté les études générales pour me dire je vais faire une formation professionnelle qui m'a amené vite vers le monde du travail, et au final, c'est là où j'ai commencé mes études. C'est à ce moment-là. Et je me suis arrêté en bac+2 parce qu'il y avait que le bac+2. Si j'avais pu aller jusqu'en bac+5, je serais allé jusqu'en bac+5, c'est certain. Oui, et puis finalement, même si c'était en tant qu'enseignant, vous êtes resté très longtemps à l'école. Vous qui aviez voulu la fuir. Ouais. Et en plus, j'ai enseigné. Ouais. Donc, moi qui étais particulièrement un mauvais élève, en fait. Et vous avez coupé les dreadlocks à quel moment? À la fin de ma première année d'enseignement, quand j'étais à La Réunion. Elles vous ont quand même accompagné longtemps? 10 ans. 10 ans. Ouais, 10 ans, ouais. Et après, c'était plus la peine de montrer au monde extérieur que vous étiez différent? Que j'étais un rebelle, Ouais, et j'ai découvert autre chose en plus. Enfin, d'un coup, j'ai découvert qu'on me regardait plus. Et que je passais à travers, quoi. Et ça, c'est absolument génial. Parce que, mine de rien, même si on s'y habitue, on se rend plus compte que tout le monde te regarde. Quand tu coupes tes locks, tu te dis, mais attends, en fait, c'est ça, quoi.
personne te regarde. Donc d'un coup d'un seul, tu marches incognito. Ouais, c'est dingue. C'est un point en moins. Alors il reste quelque chose de rebelle, mais dans un sens très positif et constructif en vous, c'est votre façon de vivre, puisque je crois que vous avez un rêve de vie en communauté, c'est ça ? Oui, en communauté, comment on peut dire ? On peut dire ça comme ça. En fait, pour l'instant, je vis toujours en ce qu'on appelle une colocation, quoi. On vit dans un grand mas à 6. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je ne pense pas que je vivrai en colocation jusqu'à 70 ans, quoi. Mais je trouve qu'il y a une manière d'habiter qui devient presque politique aujourd'hui, c'est-à-dire une manière un peu plus écologique, un peu plus économique et un peu plus respectueuse de notre environnement. En fait, avec un groupe d'amis, donc on est 4 couples, à vouloir habiter ensemble dans une même maison, avec chacun sa partie qui lui est propre, mais aussi avec des parties qui vont être communes ou communautaires, ça dépend comment on voit. Avec par exemple tout ce qui va être système de chaufferie, ça va être commun, tout ce qui va être système de laverie, ça peut être commun, ça peut être une salle où les enfants vont jouer, des salles dans lesquelles on va se retrouver aussi pour vivre ensemble, partager des espaces. Est-ce que vous avez cet esprit collaboratif dans le monde des métiers d'art ? Est-ce que vous essayez de reconstruire ça avec d'autres artisans d'une certaine manière ? Ce monde collaboratif, en fait, c'est un peu l'histoire de ma vie parce que quand j'étais enseignant, j'ai partagé énormément. À Montreuil, dans mon premier atelier, j'étais en atelier partagé. On était 4 entre ébénistes, menuisiers en siège, marketeurs, agenceurs, à être ensemble dans les mêmes locaux. Aujourd'hui, j'ai un atelier dans un endroit où il y a 15 ateliers de métiers d'art. Oui. Donc je côtoie des horlogers, je vais côtoyer un ébéniste, une tapissière, un ferronnier. Voilà, un peintre de décor, un architecte. Et donc, je suis amené très souvent à collaborer avec eux, à travailler ensemble. Je vais en colocation. Voilà. Oui, c'est vraiment ça. Donc, ma vie, elle est collaborative. Elle est collaborative. Donc, forcément, dans mon métier, je travaille, en fait, sur 12 mois, je vais travailler 9 mois en collaboration. Oui. Le reste du temps seul. Comment vous vivez de votre travail ? Vous êtes content ? Comment ça marche ? Vous gagnez bien votre vie ? J'arrive à vivre, je vis bien. Surtout, je fais ce que je veux. Ça, c'est sûr. Donc, ma question, c'est combien vous gagnez en étant libre ? Parce que c'est toujours le problème. Ça va dépendre des mois. Ouais. Des mois, je gagne 0. Des mois, je vais gagner 5 000. Des mois, je vais gagner 2 000. Des mois, je vais gagner... Tout dépend. Ce que je vois, c'est que aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis seul, que je vis sans avoir un salaire fixe qui était le salaire de l'école et que je vis. D'accord. Donc je paye tous mes loyers, je mange, je pars en vacances, je vis bien. Je vis bien et de plus en plus les chantiers sont intéressants, le travail est intéressant et de plus en plus j'arrive à vendre des pièces que je fais aussi moi, des tableaux. J'ai toute une partie où je travaille en pièces uniques et donc des gens font appel aussi à moi pour ça. Oui, ça c'est intéressant, c'est une autre partie de votre discipline parce qu'en tant que marketeur, vous intervenez comme décor sur un support qui existe et là vous développez une pratique qui pourrait être appelée une pratique artistique d'une certaine manière. Ouais, je suis entre les deux. Vous travaillez à la fois sur le support et sur le décor pour pouvoir être autonome complètement sur l'objet que vous fabriquez. Oui. Ça doit être intéressant d'explorer cette piste-là. Ouais, c'est assez fabuleux. Disons qu'à un moment, c'est comment essayer de trouver son écriture. C'est-à-dire que là, je vais réaliser en fait ce que je ressens avec le bois. Donc en ce moment, je travaille beaucoup avec mes chutes en fait et à essayer de valoriser les fibres. Je travaille plus comme un coloriste. Normalement en marqueterie, vous savez, vous faites un calque avec un rotring, avec un stylo qui fait 0,1 mm et vous suivez scrupuleusement votre trait. Donc mine de rien, on est très peu libre à l'intérieur puisqu'on est sur des jointures avec une précision extrême. Est-ce que là, moi, je développe d'autres techniques où en fait, je me place de plus en plus du dessin et je vais lire mon tracé dans la fibre du bois. D'accord. Voilà. C'est la matière qui va me donner mon tracé et je compose. Alors à un moment, je me suis détaché donc de ce calque d'exécution donc au rotring pour repartir sur simplement des esquisses. Et après de ces esquisses, là, je pars carrément avec la matière, c'est-à-dire que je dessine plus. Je dessine avec le bois et j'utilise la scie en fait comme un crayon. C'est-à-dire que voilà, je scie en direct et j'assemble en direct. Et donc j'essaie de mettre en valeur en fait des textures, des matières, des fibres, des couleurs et des matériaux parce que je ne veux pas travailler qu'avec le bois, je vais travailler aussi avec le parchemin. En ce moment je travaille beaucoup avec la feuille d'or aussi. Alors justement à propos de matière, on travaille ensemble avec la Maison Ruinart dans le cadre de la Route des métiers d'art où on organise des rencontres entre un grand chef et un artisan d'art. Et pour vous, Pierre-Henri Bessac, vous rencontrez Édouard Loubet au domaine de Caplong ici à Beaugneux. Et donc, on a travaillé autour du liège, mais je sais que c'est une matière qui vous parle énormément. La matière liège, qui a évidemment beaucoup de sens pour une maison de champagne. Vous pouvez me parler de cette matière, le liège, pourquoi vous l'aimez et pourquoi vous la travaillez ? Comment elle a intégré votre pratique ?
J'ai découvert le liège en arrivant en fait dans le sud de la France. Donc là, moi j'habite dans les Bouches-du-Rhône, mais on est très proche du Var. Et il y a un fournisseur de plaquage qui est dans le Var, qui fait du plaquage scié au bois montant. Donc ils doivent être 3 aujourd'hui en France à continuer à faire du plaquage scié. Donc j'ai été le rencontrer un jour chez lui. Et puis j'ai rencontré une association en fait, d'artistes, d'artisans, de designers, de passionnés du bois, de retraités, enfin des gens du Var en fait, qui essaient de remettre en circuit la filière du chêne-liège du Var. Du chêne-liège du chêne-liège du Var. C'est là où on trouve la plus grande forêt de liège de France. Et ils ont une industrie qui a complètement périclité. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une entreprise qui lève le liège. Maurice Juncker, qui a 84 ans, qui lève le liège, donc qui travaille, qui va lever l'écorce autour du tronc et qui va travailler le liège. C'est quelque chose qui risque de s'arrêter. Et quel est l'intérêt de cette matière pour un marketeur ? Pourquoi vous l'aimez, vous ? Je l'aime parce que graphiquement, elle est complètement unique. On est sur quelque chose qui est complètement minéral. Je pense que sur certains zooms, on pourrait être complètement dans le domaine de la pierre et plus du tout du bois. En même temps, on a quelque chose qui est complètement malléable. Le liège a des propriétés, c'est un excellent isolant, c'est imputrescible. Le liège, c'est un excellent antivibratoire aussi. Il est imperméable. Donc, ça a des propriétés qui sont exceptionnelles et on ne s'en sert pas à part pour faire du bouchon et des isolants, quoi. Mais justement, et je sais que la Maison Runard revient à l'utilisation du liège pour son étape de dégorgement parce qu'il permet de préserver la fraîcheur aromatique de ces champagnes. Donc c'est vrai que c'est une belle matière qu'on va travailler ensemble. Vous avez mal où le soir après une journée à l'atelier ? Ça va dépendre des gestes effectués dans la journée, très souvent à la nuque, parce que quand je scie, je suis très proche de la table et donc j'ai une position qui n'est pas forcément agréable. Donc voilà, c'est très souvent la nuque. À la nuque. Ouais. C'est quoi vos outils ? Alors c'est la scie, le scalpel. Oui. Justement à propos du liège, j'ai l'impression que le liège, on découpe dedans comme dans du beurre. Oui. Ça doit être agréable. Ça. C'est agréable. C'est une découverte qui est assez exceptionnelle parce que comme c'est très malléable, très mou, on a l'impression que ça va être très difficile à manier avec des outils très tranchants comme le ciseau à bois, comme des fraises par exemple, des choses comme ça. Et en fait non, ça se comporte super bien. Alors justement, revenons sur vos outils. Vous pouvez me les énumérer ? Donc je vais travailler effectivement avec un scalpel. Je vais travailler avec la scie à chantourner ou le chevalet du marketeur pour découper. Je vais travailler avec des marteaux, des racloirs. Je vais travailler avec une presse. Je travaille avec des serre-joints. Moins je les comprends et plus je les aime, ces mots-là. Et alors dites-moi des mots techniques. Faites-moi voyager, des gestes du marketeur, des mots que je ne vais pas comprendre. Quand on fait de la marqueterie, on plaque, on racle, on compense, on contrebalance, on repousse, on finit, on vernit, on lustre, on polit, on ponce. Voilà, entre autres. Merci. Je t'en prie. Je suis une fée des métiers d'art. Qu'est-ce que je peux faire pour vous avec ma baguette magique ? Ce que vous pouvez faire pour moi ou pour nous, c'est que en fait, moi, j'essaie de m'accorder beaucoup de temps, aujourd'hui encore, à la transmission, surtout à essayer de montrer au public le plus large possible qu'est-ce que c'est que la marqueterie. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui, au même titre que le liège du Var, périclite. Et donc, je pense qu'il y a une méconnaissance de cette technique et surtout une méconnaissance d'un regard qui peut être contemporain. Exactement, je pense que c'est ça que vous êtes en train de faire, c'est de montrer ça au public. Ouais. La marqueterie en soi, les gens connaissent, mais en fait ont une image qui est un peu poussiéreuse de la marqueterie. Et en fait, il faudrait pouvoir montrer aux gens que la marqueterie, c'est quelque chose qui peut se passer du support mobilier comme ce qu'on connaît, mais c'est quelque chose qui est très indépendant et qui peut devenir très contemporain. Oui, c'est ce que vous faites, vous, des tableaux de matière, plus du tout figuratifs. Exactement, complètement abstrait. Ouais. Voilà. C'est ça, il faut aller voir votre travail. Vous avez un compte Instagram ? J'ai un compte Instagram, Atelier Bessac. Atelier Bessac. Nos auditeurs pourront découvrir votre travail et votre patte artistique. Exactement. Et suivre vos aventures. Merci Pierre-Henri Bessac. Merci à toi Raphaël. Métiers Rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers Rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers Rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous.
Suivez-nous sur Instagram @métierrare. Suivez-moi sur Instagram @Raphaël Métierrare. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant. C'est bon ? Ouais. Cool. Bravo. Eh ben merci, écoute. C'est lesquels les podcasts que tu as préférés ? C'était, franchement, celui de la médium, je crois. Ah ouais ? Ouais. Yagali Didier. Ouais. Mais pourquoi ? Je sais pas, parce que c'était complètement... T'as quelqu'un qui vide son truc, quoi. J'ai l'impression qu'elle a été possédée par quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas. Et t'as cette impression pour toi, parfois ? Je sais pas si je peux dire ça, mais tu sais, quand je t'ai expliqué que, en fait, quand j'ai découvert que je pouvais rester 12 heures assis en face d'un ouvrage, ça a été complètement dingue. J'étais incapable de pouvoir imaginer ça. J'étais hyper actif, vraiment. Et tu vois, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, tu vois, et que j'aime toujours dans la marqueterie, en fait, c'est que l'outillage est rudimentaire, il est très très simple. Donc en fait, si ça fonctionne, c'est parce que tu comprends la matière. Je comprends. Si ça fonctionne pas, c'est pas l'outillage. Si on peut pas se remettre et dire cette scie elle scie mal, ce machin, non, c'est que toi tu as mal scié, tu vois, ou que tu as mal réglé ton... Et vraiment dans la marqueterie, moi c'est ce que ça m'a fait. J'avais pas cette impression-là avec l'ébénisterie. En fait, tu es dans un dialogue plus direct avec la matière, c'est ça que tu veux dire. Complètement. Et j'ai l'impression qu'elle a le dialogue aussi énormément, tu vois. Et des moments, en fait, je fais des associations où il y a des choses qui se passent et c'est juste un ressenti. Une intuition. Ouais, c'est une intuition. C'est vraiment sur de l'intuition, là, aujourd'hui, mon boulot. Du coup, c'est difficile aussi à vendre. Tu sais, j'ai travaillé avec Valrhona, je t'en avais parlé. J'ai vendu une démarche. Ouais. J'ai vendu un texte en fait, je leur ai vendu un texte, je leur ai montré la démarche, ils m'ont dit ok on te fait confiance. Je peux pas faire d'image. Non. Tu sais, avec ma matière, c'est difficile de présenter du coup un dessin. Bien Même sûr. ça, tu vois ce que je veux dire ? De dire ok je fais quelque chose figé puisque je travaille plus comme ça. Tu vois, donc bon, comment vendre si ce n'est par le texte ? Ton intention en fait. Ouais, complètement. Et là on peut écrire plein de trucs. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que aussi le podcast de la voyante Yagali Didier, je pense qu'il t'a parlé, c'est qu'en fait, tu vas chercher quelque chose de beaucoup plus intuitif maintenant. Maintenant que la technique est complètement maîtrisée. Ouais, tu vois, là, des fois, là, on en parle, je vais découper pendant 15 jours d'affilée, si tu veux, bon, la découpe, je sais faire, quoi. Ouais. Tu vois, des fois, il faudrait que je prenne quelqu'un. Mais à partir du moment où je prends un employé, ça veut dire que j'ai plus ma liberté, il faut être obligé d'aller chercher du travail qui sera pas forcément intéressant. Et j'ai pas envie de ça. Tu vois, j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai envie de pouvoir m'arrêter faire mes confitures, chose que je fais de temps en temps. On va mener des abricots, donc je m'arrête, je me dis attends c'est le moment, ok je ferme l'atelier, je vais faire mes confitures, ça me prend la demi-journée, je suis content. J'adore la transformation, donc je transforme beaucoup. Qu'est-ce que tu transformes ? Bérengère elle fait le potager, elle adore ça, les semis, donc elle plante, elle suit, et moi je récolte et je transforme. Donc après moi je vais faire les conserves, je vais faire mes sauces tomates, je vais faire mes ratatouilles, tu vois je fais pour l'année, voilà. Et tu vois c'est toujours pareil, c'est la matière en fait qui m'intéresse. Donc travailler autour des métiers de bouche, quoi, c'est sublime. Enfin, tu vois, je veux dire, là, je suis trop bien. Alors viens, on va direct dans la cuisine pour que tu puisses t'immerger.